Bienvenue sur l'île d'Amity, plus connue sous le nom de Martha's Vineyard. Et il n'y a aucun requin à signaler. En 1975, le réalisateur Steven Spielberg fait trembler le cinéma mondial et la paisible communauté d'Amity avec une mâchoire meurtrière, un aileron et 2 petites notes iconiques. Vous voulez parler de la musique? Réveillant en nous une peur primitive, Les Dents de la Mer réédite pour la baignade ce que Psychose avait fait pour la douche. Il traumatise des générations de spectateurs. Et sur les plages, il y aura clairement un avant et un après. I wanted everybody else to be afraid of what I used to be afraid of. Mais à 27 ans, Spielberg ne se contente pas de signer le plus gros carton du cinéma jusqu'alors. Il lance aussi une des premières franchises et vient surtout, sans le savoir, de trouver une formule commerciale magique. Une formule qui révolutionne la manière de produire et consommer un film. And is this your first time? Ninth time. You're how many? Ninth. Hollywood va en effet faire des Dents de la Mer le prototype des blockbusters de l'été, ces superproductions lancées chaque année à grand renfort de marketing. On ne s'attendait pas à un tel succès. On s'attendait plutôt à un désastre. Météo d'enfer, casting explosif, requins mécaniques en grève et équipe au bord de la crise de nerfs. Le tournage était pourtant au bord du naufrage. Mais comme par miracle, ce sont les galères et les accidents qui ont transformé ce petit film de suspense aquatique en chef-d'œuvre précurseur. Let's talk about the 2 most famous notes. Okay. The budget that tight, you couldn't afford a third note. 50 ans après, le présentateur vedette Stephen Colbert s'amuse encore du choix surprenant de Steven Spielberg et de son compositeur John Williams pour la musique des Dents de la Mer. Une partition minimaliste, très loin de l'univers symphonique habituel du musicien, qui a créé les bandes-sons des films catastrophes des années 1970. Le réalisateur, qui attendait une mélodie de film de pirate, n'imaginait d'ailleurs pas que ces 2 notes toutes bêtes nous feraient un tel effet. I thought it was a joke when Johnny played that for me on the piano at his house, and he goes, da da. I started laughing. There is a creature alive today. Si la bande-annonce du film joue d'emblée sur cette ritournelle de notes très basses, comme surgit des profondeurs, c'est parce qu'elle nous saisit aux tripes. It lives to kill. Elle suggère une force invisible, une menace imminente. It will attack and devour. Et on sait dès la première attaque du monstre que l'issue sera fatale. As if God created the devil and gave him jaws. And John looked at the movie and said, we needed something that, like a kettle drum, something that booms, that you feel before you hear. And so John, wholly on his own, invented the very primitive. Je me souviens être dans cette petite pièce, avec un écran pas très grand, regarder le film et être terrifié. Et puis peu de temps après, j'ai fait un rêve dans lequel des requins nageaient autour de mon lit. Je ne voulais plus me baigner, même dans une piscine, parce que j'aurais entendu la musique. Inscrite à jamais dans notre imaginaire collectif, la terreur suscitée par les Dents de la Mer va surtout provoquer un changement radical à Hollywood. En révélant presque par hasard un marché peu exploité. Le phénomène Les Dents de la Mer, c'est que les ados allaient voir le film 1, 2, 3 fois. C'est devenu une habitude d'aller voir un film plusieurs fois d'affilée.
Les multiplex n'existaient pas avant le milieu des années 70. C'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment commencé à se développer, parce que les distributeurs voulaient répondre à la demande pour ce type de divertissement. Comment? En diffusant le même film dans 5 salles différentes du même cinéma. En devenant le succès surprise de l'été 1975, le film va même faire de juin, juillet et août, saison des glaces et des grandes vacances, le moment phare du cinéma. Après Les Dents de la Mer, tout le monde a compris l'intérêt d'une grosse sortie estivale. C'est même devenu un jeu entre les studios. Quel film sortirait et quelle semaine? Bienvenue à Martha's Vineyard. C'est ici que le film Les Dents de la Mer a été tourné. Il est basé sur le livre de mon défunt mari, Peter Benchley. Et je vais vous en dire un peu plus sur cette aventure. À l'origine des Dents de la Mer, il y a donc un livre, toujours classé dans les meilleures ventes du XXe siècle. Jaws, soit en français, Mâchoire. Peter écrivait des discours pour Lyndon Johnson, le président des États-Unis. Et quand Johnson a choisi de ne pas se représenter, il a décidé de devenir écrivain. Mais c'est assez difficile de vivre de sa plume quand on a 2 enfants. Il avait depuis toujours 2 idées de romans en tête. L'une sur des pirates et l'autre sur un grand requin blanc. Et je lui ai dit, chérie, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Mais Dieu merci, il ne m'a pas écouté. Il y a cru et il a écrit le livre. Inspiré par Un ennemi du peuple, une pièce du Norvégien Henrik Ibsen dans laquelle un homme tente de dénoncer un scandale sanitaire, le roman de Peter Benchley lâche un monstre sanguinaire sur une paisible station balnéaire du Massachusetts. Un concept simple et donc imparable. Why did you write your book? It was basically my own curiosity. I had studied sharks since I was a child. I grew up in Nantucket. And then in 1964, a 4,500-pound great white shark, the man-eater, the one that's known in Australia as White Death, was caught off Montauk, Long Island. And I said to myself, Lord, what would happen if one of these animals were to come into a resort area and not go away? What would it do to the economy? How would people react to a definite threat to their survival? Pour moi, le vrai sujet du livre, c'est ce que ça implique de voir son gagne-pain menacé par une force qu'on ne contrôle pas, qu'on ne sait pas comment contrôler. C'est l'aspect le plus puissant du livre, en plus du grand requin blanc. À l'époque, le cinéma n'a encore jamais raconté l'histoire d'un grand squale mangeur d'hommes. Une terreur susceptible de nous mener, dans le sillage du chef Brody, le héros horrifié par les vraies images d'attaque, à la frontière du réalisme et du fantastique, de l'histoire vraie et de la fable mythologique, dans un climat de tension palpable. I'm talking to the most successful film producers in the world, Mr. Richard Zanuck on the left and Mr. David Brown on the right. You bought the rights to the book before it was even published. It hadn't even been issued at that stage. Now, which of you, to start with, first read the book? We read it simultaneously. Actually, the manuscripts reached us on both coasts, in New York and in Los Angeles at the same time, and we came to the same affirmative opinion. This was long before publication, Jim. Yeah. And what attracted you about the book as a film property? Just seemed like a super movie idea. Had it never been published as a book, I think we would have bought it. I think we would have bought it on the first chapter alone. Action. Billy, you ready? Okay, action. À tout juste 27 ans, Steven Spielberg est de son côté entre 2 films. Sugarland Express, sa première réalisation pour le cinéma, n'est pas encore sortie. Quant à Rencontre du 3e type, ce n'est encore qu'un projet en gestation. Le jeune homme cherche donc de quoi s'occuper et traîne son impatience à Universal, le studio qui l'emploie depuis 1969.
Selon la légende, il repère les épreuves du livre de Peter Benchley dans le bureau de ses producteurs. Il les embarque, sans demander, harponné par ce titre en 4 lettres qui claque comme une mâchoire, et lui rappelle ce film sur un camion fou qu'il avait réalisé pour la télévision quelques années auparavant. Duel et son camion, Les Dents de la Mer et son requin, il y a une menace parallèle émanant de cette créature insensée et comme venue d'un autre monde. Ce camion, c'est une force de la nature, comme ce requin. I've always been afraid of the water, and this isn't really a reason, but I felt that Jaws would help cure me of that fear. If I could be around a 25-foot great white shark, and I was just fascinated with that phobia people have, that when you're swimming around in the water, you can't see below the waterline. In other words, you know what your hands are doing, but you don't know what your legs are up to down there. You don't know what's swimming around them, and that's how this film feeds on your fear. It feeds on the paranoia of not knowing what's below the waistline. Pour ce jeune cinéaste qui se cherche encore, ce grand requin est aussi une promesse, celle d'allier son goût pour un cinéma populaire avec les aspirations réalistes en vogue dans sa génération. Une ambition dont le cinéaste Matthew Robbins, son compagnon de route, a été le témoin privilégié. Je donne une interview sur Les Dents de la Mer aujourd'hui. Tu sais où est cette photo de Steven avec le requin? Elle est toujours dans la maison? Celle-ci? Celle accrochée? Elle est juste là. La voilà. Elle est là depuis toujours. Toutes ces années à s'estomper comme nous. Ses dents sont plus effrayantes que celles du requin. Je savais que ce film serait un gros succès. T'avais raison. Eh oui, j'avais raison. J'ai souvent raison. Il faut dire qu'en ce début des années 1970, l'industrie du film, orchestrée par les grands studios, est à bout de souffle. Et une jeune génération rassemblée autour de Francis Ford Coppola, la génération du nouvel Hollywood, cherche à imposer un autre type de cinéma, plus personnel et plus libre. Il y avait un épuisement au sein des studios américains. Alors oui, nous n'étions pas physiquement loin, mais pour nous, l'industrie, c'était vraiment autre chose. C'était une autre génération qui fonctionnait avec ses méthodes à elle. Nous n'avions aucune ambition d'intégrer ce monde. Mais au sein de ce groupe d'ambitieux, Spielberg, qui a déjà les 2 pieds dans le système, est un cas à part. Steven avait une sorte de fascination enfantine pour le cinéma classique. Il n'y avait chez lui pas le moindre atome de cet esprit indépendant et bohème qui émergeait parmi nous et dans les écoles de cinéma. Nous n'étions pas allés jusqu'à abandonner les voitures que nous conduisions, des Volkswagen. Steven, lui, roulait en Mercedes. Une petite, mais ça restait une Mercedes. Et on se disait, mais où a-t-il eu cette voiture? Il l'a empruntée à son oncle? Mais non, c'était sa voiture. Installé au volant du projet, le jeune cinéaste va changer les codes de l'intérieur. Car Les Dents de la Mer, sous ses airs de superproduction, est un film farouchement indépendant. Une œuvre au réalisme quasi documentaire. Beautiful white sand beaches. But in recent days, a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community. A cloud. Le premier acte fort du réalisateur est ainsi la recherche d'acteurs en rupture avec le star system hollywoodien. Roy Scheider, remarqué dans French Connection de William Friedkin, qui joue le chef de la police locale. Who are you? Matt Hooper, I'm from the Oceanographic Institute. Ou Richard Dreyfuss, le héros d'American Graffiti de George Lucas, choisi pour être le scientifique un peu geek qui se présente à lui afin de l'épauler, sont les figures dans lesquelles n'importe qui peut se reconnaître. Et pour pimenter son casting, Spielberg donne le rôle de Quint, le chasseur de requins, au brillant acteur et dramaturge britannique Robert Shaw.
Sa stridente première apparition fait monter d'un cran la tension qui pèse sur la petite communauté. Mon père ne voulait pas faire le film. Il trouvait que le scénario n'était pas bon, qu'il était nul même. Et c'est ma mère qui voulait aller à Martha's Vineyard qui l'a fait changer d'avis. Spielberg, animal déjà rodé aux jeux politiques de l'industrie, offre aussi, heureux hasard, la première place au générique à l'actrice Lorraine Gary, épouse de son patron, le président d'Universal, Sid Sheinberg. Incarnant la femme du capitaine Brody, son personnage tout en douceur et en compréhension nous dévoile les traumatismes intimes de ce bon père de famille. Martin hates boats. Martin hates water. Martin sits in his car when we go on the ferry to the mainland. I guess it's a childhood thing. There's a clinical name. Steven avait vraiment aimé mon travail sur le pilote de la série Kojak. Et je viens de New York, d'où Hélène et Martin Brody sont originaires. It must be in the backyard. In Amity, you say yad. They're in the yard. How's that? Like you're from New York. On m'a toujours soupçonné d'avoir obtenu le rôle parce que Sid était à la tête du studio et ça m'a toujours agacé. Non, je crois qu'il a fait un casting brillant. J'étais un excellent choix. What was the shark's name? Bruce. Bruce. And was Bruce, I'm not asking for last names, was Bruce named after anybody? No, Bruce is my lawyer, Bruce Raymer. I mean... Mais la vraie star du casting, c'est lui, bien sûr. Et si, en 1975, Spielberg est loin d'imaginer que son requin finira au musée des Oscars d'Hollywood, le cinéaste ne manque pas d'ambition pour ce monstre marin, devenu monument de la pop culture. Does that work? Je suis Joe Alves. J'étais chef décorateur sur Les Dents de la Mer. Le premier défi pour Joe Alves, chargé d'imaginer et dessiner la bête, est de trouver la bonne taille pour ce poisson apocalyptique. Là, c'est le moment où nous voyons le requin pour la première fois. Et Scheider dit, il va nous falloir un plus gros bateau. Un cauchemar qui révèle sa puissance au capitaine Brody lors de leur première rencontre. You're gonna need a bigger boat. Et voici le petit Kintner. Dans le livre, quand il mange le gamin, il dévore aussi le pêcheur. Et tout ça, on ne l'a pas fait. Je l'ai dessiné comme je l'ai lu. Le requin arrive et il mange l'enfant. En analysant tout ça, on s'est rendu compte que c'était peut-être trop. On s'est alors éloigné du livre, du visuel. Puis j'ai commencé à étudier les requins blancs pour pouvoir au moins les dessiner avec précision. S'il avait fait un requin de 9 mètres, ça n'aurait été qu'un film de monstre. Spielberg a compris qu'il devait le rendre plus grand que la réalité pour qu'il soit vraiment terrifiant, mais pas trop grand non plus. Personnage récurrent du cinéma de série B des années 50 et 60, le monstre aquatique prête plus souvent à sourire qu'à frémir. Qu'il ait la forme d'un crabe géant, d'un énergumène mi-tétard, mi-grenouille qui vient gâcher la soirée, ou encore d'une pieuvre aux 10 000 tentacules. Spielberg demande donc à son collaborateur d'imaginer plusieurs modèles de maquettes en fibre de verre. On avait 3 requins en tout. Un pour les plans de gauche à droite et un pour ceux de droite à gauche. Ils étaient remorqués par un bateau. Et puis pour les gros plans, on en avait un qui était sur une plateforme. Vous pouvez voir la complexité de tout ça. Il y a énormément de câbles. Et tous ces fils électriques devaient être au contact de l'eau salée, ce qui était assez
Il faut dire que le naïf cinéaste rêve d'un poisson aussi gracieux qu'Esther Williams, la star des comédies musicales aquatiques de son enfance. Son équipe se tourne donc pour sa fabrication vers un génie des effets spéciaux, Robert Mattei, oscarisé en 1955 pour avoir conçu la pieuvre géante de 20 000 lieues sous les mers avec Kirk Douglas. Il était à la retraite et beaucoup plus âgé que nous, une bonne 60aine d'années. Donc je le rencontre. C'était un homme très positif. Il disait « Oui, je pourrais faire ceci et cela ». Donc on s'est mis au boulot. On devait être à la fin du mois d'octobre. Puis le livre sort en février. Et c'est un gros succès. Et là, le studio nous annonce « On va tourner le film dans 2 mois ». Quoi, vous êtes sérieux? On vous a dit qu'on avait besoin de 1 an et demi pour fabriquer le requin. Non, le livre est populaire, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Mais le requin ne sera jamais prêt. Tant pis, on va commencer à tourner. Les dirigeants s'en fichaient complètement. Le requin mécanique n'est pas prêt, le scénario non plus, mais le tournage doit commencer sans attendre. Steven Spielberg et son équipe de 200 personnes s'envolent donc pour la côte Est et abordent à Martha's Vineyard. Une petite île située au large de Boston, tranquille et authentique. Tout à son souci de réalisme, qui suppose de tourner en décor naturel, Spielberg est persuadé que Martha's Vineyard est l'endroit idéal. Je pense que ce qu'ils ont vu à Martha's Vineyard, c'est une communauté qui ressemblait à ce qu'Amity était censé être dans le film. Une ville dont la survie économique dépend du nombre de personnes qui viennent y passer l'été. J'imagine qu'ils se sont dit que ça donnerait de l'authenticité au film. C'est un endroit très paisible, et donc parfait pour être détruit par un requin géant. Avec ses pelouses manucurées, ses charmantes clôtures blanches, sa fanfare du 4 juillet et ses échoppes d'un autre temps, Martha's Vineyard campe une Amérique qui peut encore croire à ses idéaux. Bo Van Ripper, le conservateur du musée local, gamin à l'époque du tournage, s'amuse ainsi de voir son île devenir un personnage du film à part entière. Personne sur l'île n'avait jamais vu ça. Tout le monde était stupéfait par le nombre de personnes, de camions et de choses apportées par l'équipe de tournage. On avait l'impression d'être envahi par une petite armée. Tout à coup, il y avait des camions des 2 côtés de la rue, le long des plages ou des dunes où ils allaient filmer. Et pour nous, c'était aussi « Waouh, génial ! La saison n'a pas encore commencé, les touristes ne sont pas encore arrivés, et ces gens consomment dans les restaurants, louent des chambres d'hôtel. » On est donc passé d'un « Wow, c'est vraiment cool » à une véritable relation d'amour-haine. Car très vite, une tempête de galère s'abat sur Spielberg et son équipe venue de Californie. La météo est horrible, l'eau glaciale, et les forts courants marins ralentissent sans cesse la mise en place des caméras. Pour tout arranger, Spielberg a aussi décidé de filmer l'Orca, le bateau du film, en cinémascope, face à l'horizon, afin de mettre en relief la fragilité de ses héros face à l'immensité de la mer et à l'inconnu des profondeurs. Steven ne voulait voir aucun autre bateau. Il voulait que ces 3 hommes soient seuls sur l'eau. Et l'endroit était parfait pour ça en janvier. Mais en mai et juin, il y a des régates et plein de bateaux. La baie est noire de monde. Résultat, il fallait une éternité pour tourner des plans. C'était une lutte, plan par plan par plan. Sur le tournage, tout le monde commence à s'agacer de ce jeune cinéaste qui ne maîtrise pas du tout son affaire. Ses comédiens, chacun avec son style, ironique
ou Ronchon s'en ouvre même auprès de la télévision locale, jetant un doute sur ses compétences. It's not the time it takes to take the take that takes the time. It's the time it takes between the takes that takes the time that takes to take. Now, we all have different methods. I do tend to drink when totally bored. Roy does exercises. Dreyfus just talks interminably. Richard Dreyfus, plus déprimé que jamais, semble lui franchement sur le point d'abandonner le navire. I'm only criticizing myself, but as an actor, it was a mistake. Doucement mais sûrement, le jeune capitaine Steven sent un vent de mutinerie se lever dans son dos. Steven avait tout juste 28 ans. Et en tant que Benjamin sur le plateau, il avait beaucoup de mal à gagner le respect et la coopération des équipes, des vieux de la vieille du studio, des durs à cuire. Mais ça, finalement, ce n'est rien à côté de ce qui l'attend encore. Is it true that when Bruce made his first foray, he sank to the bottom of the sea? Yeah, it was a terrible sight. The shark comes out of the water, tail first, wagging like Flipper. The tail comes down into the water, and then it sinks, and then there's another explosion of white water, and all these pneumatic blue cables come out like snakes everywhere, just flying around. And then that got quiet. Then there was one last belch of bubbles, and that was the last we saw the shark for about three weeks. It was gone. It was over. C'était un désastre. Il fallait trouver une solution. Et ce que nous avons découvert, c'est que l'eau salée s'infiltrait dans la partie électronique. C'était le problème. L'acteur principal du film qui coule, c'est tout le tournage qui prend l'eau. Et Spielberg, jusqu'ici si sûr de lui, ne peut rien faire d'autre qu'avouer sa détresse face caméra. Sea conditions have been so impossible that it's really hurt our schedule, and we've been here 105 shooting days. We were only scheduled for something like 65 or 70. Tout le monde commençait à se regarder et à se dire « Mais ces gars vont-ils finir par lever le camp? Vont-ils un jour terminer ce film et retirer tous ces camions ?» Mais heureusement, au moins, on pouvait se moquer d'eux. Je me souviens d'une fête à Hollywood. Je ne sais plus chez qui, mais il y avait un tas de gens du cinéma et ils se moquaient de ce qui se passait à Martha's Vineyard. Vous êtes au courant? Oui, c'est ridicule. Ils ont un requin mécanique. Il va les manger tout cru. Le requin va mettre ce film en pièces. Depuis Hollywood et la tour de contrôle des studios Universal, le naufrage des Dents de la Mer semble inéluctable. À ce moment-là, nous étions déjà hors budget. Steven était sur un siège éjectable. Les dirigeants sont venus voir comment ça se passait. Ils étaient prêts à arrêter le tournage, envoyer tout le monde à Los Angeles, finir le film sur un lac, le sortir tel quel et tenter de récupérer leur argent. Après les producteurs, c'est au tour du président Sid Sheinberg de se rendre sur place pour constater les dégâts. Je ne sais pas si ça a joué, mais la présence de l'épouse du président dans le film a peut-être eu une influence. Lorraine ne serait pas contente d'entendre ça. Contre toute attente, Sheinberg, l'homme qui a découvert Spielberg, prend en effet une décision qui va changer le cours de l'histoire du cinéma. Il double sa mise sur le film et protège son poulain contre vents et marées. Moi, je n'ai jamais senti que le film était en danger. Sid adorait Steven, et ce, dès le début. Ils avaient tous deux SS comme initiale. Ils n'étaient ni de Californie, ni de New York, étaient tous les deux juifs. Ils sont donc tombés amoureux, en quelque sorte. Et Sid était comme un grand frère ou un père pour lui. Le requin est évidemment le personnage principal. Et comme nous étions limités par la mécanique du requin... Pas de requin, pas de film. Il a donc fallu tourner autre chose. C'est à ce moment précis que l'histoire du tournage des Dents de la Mer bascule en success story. Je suis Alexandre Aja, je suis réalisateur et énorme fan des Dents de la Mer.
et que Steven Spielberg devient l'idole de générations entières de cinéphiles. Là où, pour moi, j'en tire la plus grande leçon de cinéma, c'est surtout que je vois un réalisateur qui va transformer chaque adversité comme une idée, une inspiration, une idée de génie. L'absence du requin n'est-elle pas, finalement, une chance qui pousse le cinéaste à repenser son petit duel aquatique afin de le transformer en chef-d'œuvre de l'angoisse? Steven et moi connaissions le film Le Météore de la nuit. Nous savions que c'était un film d'horreur à suspense très réussi, mais surtout qu'une partie de ce qui faisait le suspense venait du fait qu'on ne voyait pas le méchant. Plutôt que de la montrer, Spielberg suggère ainsi durant les 2 premiers tiers du film sa créature, ce qui a pour effet d'affoler l'imagination du spectateur. Les 2 gars sur le ponton qui tombent à l'eau, c'est un exemple parfait pour montrer la puissance du requin. Et pourtant, on ne le voit jamais. Si la scène d'ouverture est entrée au panthéon du cinéma d'horreur, c'est justement parce qu'elle ne montre rien. La belle nageuse disparaît du plan. La caméra, elle, reste à la surface de l'eau. Un autre coup de maître du réalisateur est de s'autoriser de longues scènes pour installer des personnages auxquels on s'attache. Comme dans ces moments intimes chez le couple Brody, qui humanise le héros et sa famille menacée. Give us a kiss. Why? Because I need it. That's not in the script. That whole thing I made up on the set one day because I felt that there was something lacking in that family. There was a contact loss, and the only way I felt I could really do that was in a kind of a capsule form, just to give us a little slice of life, the way life used to be when things were normal, when there weren't sharks in the ocean. Je vais vous dire la vérité sur ma relation avec Roy. On ne s'appréciait pas. Celui qui aurait pu mettre fin à mon mariage, c'était Robert Shaw. C'était l'homme le plus séduisant de la Terre. Michael's in the pond. Quand on se demande pourquoi un film comme celui-ci peut perdurer et avoir encore un tel effet sur les gens, c'est parce que lorsqu'on se rapproche assez des personnages, qu'on s'y attache, et qu'ensuite on les met en danger comme le fait le film, c'est comme dans Psychose, par un autre grand cinéaste à qui l'on donne une situation simple. Une femme seule et coupable, tourmentée par ce qu'elle a fait. On est impliqué dans ses émotions et ses regrets. Et l'instant d'après, elle est nue sous la douche avec une vieille folle qui se jette sur elle avec un couteau. Spielberg connaît ses classiques et puise dans ses références. L'ombre des films d'Alfred Hitchcock, qu'il admire depuis toujours, plane même sur plusieurs scènes fortes des Dents de la Mer. Comme dans Les Oiseaux, le monstre s'en prend aux plus innocents, les enfants. Il y a également la longue scène de plage, au cours de laquelle le chef Brody observe les baigneurs avec inquiétude. Une vraie leçon de suspense hitchcockien. I just remember wanting to introduce 5 potential victims and just set up a kind of projected paranoia from Roy Scheider's position in his straight-back beach chair. He knows there's a shark out there. He knows that there's something swimming out there that's as large as a station wagon. Quand l'invisible monstre attaque finalement un jeune baigneur, c'est d'ailleurs par un travelling compensé, cet effet de caméra inventé par Hitchcock pour son film Sueur froide, que Spielberg nous fait partager l'impuissance de son héros. Chief Brody's nightmares are fulfilled in that one moment, where the camera trombones or zoom dollies to stretch his paranoia into reality, which was the whole purpose of that particular shot. But I've always wanted to do that shot, but you know, I wanted to save it for a very important place in that movie to use it.
Révélant sa nature de moderne dans le classicisme, à travers cet hommage, Spielberg n'oublie tout de même pas d'ajouter sa touche personnelle. Un humour enfantin et naïf qui surgit dans un moment de tension extrême. À travers la mauvaise blague de deux sales gosses du village, munis d'un faux aileron. He made me do it. He couldn't even do it. Mais si Bruce, le requin des dents de la mer, nous fascine toujours 50 ans après, c'est aussi parce qu'il porte en sous-texte une critique de nos sociétés modernes et de l'Amérique des années 70. Il y a une anecdote merveilleuse où le journaliste Frank Mankiewicz parle avec Fidel Castro. Castro est en train de lire Les Dents de la Mer et Mankiewicz lui demande pourquoi. Castro lui répond « Parce que c'est une critique du système capitaliste et de ses effets pervers. » Et si finalement le vrai méchant du film n'était pas ce poisson psychopathe, mais un autre requin, le maire véreux d'Amity, joué par Murray Hamilton. We depend on the summer people here for our very lives. You are not going to have a summer unless you deal with this problem. We're not only going to have to close the beach, we're going to have to hire somebody to kill the shark. Dans cette allégorie qui dépeint l'Amérique en miniature, le monstre marin est un formidable révélateur et pousse chacun dans ses retranchements. Now I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Brown. Je suis fascinée par les relations politiques et par le personnage de Murray Hamilton. Le maire veut garder son poste, comme certains politiciens qui veulent garder le leur et sont dans le déni. La réalité l'emporte souvent sur d'autres décisions. For Christ's sake, tomorrow's the 4th of July, and we will be open for business. It's going to be one of the best summers we've ever had. Now, if you fellas are concerned about the beaches, you do whatever you have to make them safe. Steven Spielberg n'est pas un contestataire. Mais au cœur de ses années troubles, le film lui permet de capter un certain air du temps. Du massacre de Sharon Tate au scandale du Watergate, en passant par le fiasco militaire que vient de connaître son pays. On devine l'ombre de la guerre du Vietnam. Laisser des jeunes se faire tuer, tout ce sang dans l'eau, et le fait que les autorités s'en fichent parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Mais ce qui est bien, selon moi, c'est que ce message n'est pas martelé. On n'est pas dans Platoon ou ce genre de film. C'est là pour qui veut l'entendre. Dans sa seconde partie, le film se fait plus métaphysique encore, lorsqu'il se resserre autour des trois mercenaires, chargés par la communauté de tuer le requin. En fait, ici, on a un peu l'impression que Robert est le père, Roy la mère et Richard le fils. Se transformant en buddy movie, un genre cinématographique jouant sur le choc de personnalités opposées, le scénario pousse le shérif intègre, le vieux loup de mer et le jeune blanc-bec intello à faire équipe bien malgré eux. Et forcément, il se crêpe le chignon façon lutte des classes. Well, it proves one thing, Mr. Hooper. It proves that you wealthy college boys don't have the education enough to admit when you're wrong. Il suffit de les regarder se défier du regard et de la canette pour comprendre qu'ils sont à deux doigts de s'entretuer. Y compris quand la caméra cesse de tourner. Il y avait une relation d'amour-haine entre Richard Dreyfuss et mon père. Richard n'était pas encore très célèbre à l'époque, et je pense que mon père le trouvait présomptueux. Par exemple, Richard était arrivé tout fier sur le tournage, avec des articles élogieux sur son film « L'apprentissage de Dick Kravitz ». Robert s'en est agacé. Il voulait le remettre à sa place. Richard en plus parlait beaucoup. Il avait d'énormes sautes d'humeur. À l'époque, on ne disait pas bipolaire, on appelait ça être maniaco-dépressif. Bref, Richard lui tapait sur le système et Robert buvait trop.
Good evening, and let me begin by asking you a riddle. What has big white teeth, earns millions of dollars, devours women, and is not Warren Beatty? The answer, of course, is Jaws, which, as everyone, including myself, keeps repeating to the point of tedium, has taken more money than any other film ever. Tourné en 159 jours au lieu des 65 prévus initialement, un dépassement de calendrier historique, Les Dents de la Mer sort le 20 juin 1975 aux États-Unis. You've just seen the movie. I love it. Are you a Jaws fan? It was horrible, but it was good. It was horrible? Yes. Why do you go to see a horrible movie? Just to see why it was horrible. And is this your first time? Ninth time. You're how many? Ninth. What makes you come back after... The shark. Why? Oh, I don't know. I just like the shark. Smoking loge is sold out. Seats downstairs in the first 7 rows only. En plein été, le film entraîne une affluence encore jamais vue dans les salles de cinéma du pays. La première fois que nous l'avons vu en public, c'était à New York. Et les spectateurs étaient surexcités. Les gens applaudissaient, criaient, et à la fin, il y a eu une standing ovation. Nous sommes sortis sur Broadway, et Richard Dreyfuss sautait dans tous les sens en disant « C'est un carton! C'est génial! C'est incroyable !» Mais dans les immenses files de spectateurs apparaît aussi un autre phénomène, une psychose mêlée d'angoisse et de fascination. Shark really exists, or was it? I really don't know. No, well, we're not going swimming tomorrow. It's killed? You're scared? No, you're not. Sam. You gonna sleep well tonight? No. No. Dans les stations balnéaires, sur les plages, la Jaws mania va même provoquer tout l'été un frisson incontrôlable. A lot of people, you talk to them, they say, well, you've been in the water? And they say, no, the water is beautiful, it looks nice, but, you know, hey, there's sharks out there. Il y a même une station balnéaire en Floride qui a voulu nous faire un procès pour avoir fait fuir les gens des plages. Perhaps the one merchant in the Hamptons who is really locked into Jaws is the man who opened Jaws Discotheque in Southampton last month. They even danced to shark music here. The title of this song is Super Jaws, and it's sung by none other than the Seven Seas. Devenu le tube de l'été, le requin est évidemment vite décliné à toutes les sauces. Il s'affiche sur les t-shirts, se vend en pendentifs, en bracelets, casquettes, jeux vidéo et s'achète même en bocal. I'm going to call Shark Baby Jaws. Même la presse sérieuse ne peut résister à la folie du requin. Il devient, grâce au film, le personnage récurrent des caricatures politiques ou économiques. Que ce soit pour nous parler d'inflation, d'impôts ou des relations internationales. Revers de la médaille, le grand prédateur est désormais l'ennemi public numéro 1. Nous avons eu beaucoup de chance que le film connaisse un tel succès. Mais nous avons aussi été totalement horrifiés que les gens prennent le film pour la réalité. Il s'agissait d'une histoire. Ce n'était pas réel. Pourtant, il y a eu une recrudescence de chasse aux requins et de gens qui prenaient la mer en disant « On va tuer le monstre ». Mais évidemment, les requins ne sont pas des monstres. Ils sont un élément indispensable des océans. Jaws is about to be nominated in 11 categories. You're about to see us sweep the nominations. And so if you all have a seat, we'll get on with it. Grisé par son succès, Steven Spielberg tient en février 1976 à se mettre en scène le jour des nominations aux Oscars. Il est persuadé qu'il ne va faire qu'une bouchée de ses concurrents au titre de meilleur réalisateur. Stanley Kubrick for Barry Lyndon, Sidney Lumet. Oh, I didn't get it. I didn't get it. I wasn't nominated. I got beaten out by Fellini.
Sa déception touchante ne l'empêche pas d'ouvrir une nouvelle ère pour l'industrie, celle des blockbusters modernes. Porté par une campagne marketing inédite avec des spots de 30 secondes à la télévision, est sorti dans 400 cinémas simultanément, Les Dents de la Mer est le premier film de l'histoire à avoir rapporté plus de 100 millions de dollars. Le modèle économique mis en place par Universal devient l'exemple à suivre à Hollywood, qui depuis ne cesse d'inonder le monde de méga-productions estivales, pour le meilleur ou pour le pire. Après ça, ils ont réalisé que même avec un navet, grâce au marketing, vous pouviez récupérer votre mise en 2 semaines en projetant le film sur 3000 écrans. C'est devenu le paradigme. Avoir un maximum de salles et vite récupérer son argent. Après, ce n'est que du profit. L'argent est devenu beaucoup plus important que raconter une belle histoire. Demandez à Marvel. Dans leur film, il y a juste une grosse chose effrayante et vous devez la détruire avant qu'elle ne vous détruise. L'une des raisons pour lesquelles le streaming a pris aujourd'hui une telle importance, s'imposant presque comme une nouvelle forme d'art, c'est que dans les histoires qui durent 10, 12 chapitres ou 5 saisons, il y a assez de temps pour s'impliquer dans le destin des personnages. Ils deviennent des membres de votre famille, ils comptent pour vous. Hélas, pour le cinéma, à l'ère des super-héros, ce sentiment est passé à la trappe, selon moi, dans beaucoup trop de films hollywoodiens. Super connu et super rentable, le super requin est évidemment vite remis à l'eau. Les Dents de la Mer devient même une saga à partir de 1978, mais sans Spielberg. Les épisodes plus ou moins réussis placent ainsi Bruce au sommet de la pop culture d'un cinéma adolescent qui se construit dans les années 80. Avec, en point d'orgue, une apparition dans Retour vers le futur 2. Dans cette brèche ouverte par le film, s'engouffre aussi tout un bestiaire, orques, piranhas, crocodiles. L'horreur aquatique est un terrain de jeu pour de jeunes cinéastes, comme Joe Dante, James Cameron, ou plus récemment le français Alexandre Aja. Moi, j'ai eu la chance de faire des films sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau, que ce soit Piranha ou que ce soit Crawl. Évidemment, ces films-là n'existeraient pas sans Les Dents de la Mer. Ces films-là, les survival, c'est toujours des questions ouvertes au public. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation ? Qu'est-ce que vous feriez s'il y avait un requin sur la plage et que vos enfants étaient dans l'eau à ce moment-là ? Et c'est toujours cette mise en abîme, ce questionnement qui fait qu'évidemment les spectateurs sont dans le film et ne peuvent pas y échapper. Une des conventions du genre, c'est la scène d'ouverture choc. Un moment paisible qui tourne au cauchemar. Dans Piranha 3D, elle a même été imaginée comme un hommage appuyé aux Dents de la Mer. À un moment donné, à l'écriture, moi, je me souviens de ce moment où on s'est dit « Putain, ce serait génial si c'était Matt Hooper. » En fait, ce serait génial si le Richard Dreyfuss des Dents de la Mer, après le traumatisme de Amity et de son expérience avec les requins, avait pris sa retraite sur un lac. Sur un lac où donc il n'y a pas de requins, il n'y a pas de danger, apparemment il ne peut rien se passer. Et puis cette idée qui était un petit peu un délire de scénariste au départ, et Dreyfus a dit ouais, pourquoi pas. Look at that! Et c'est vrai que c'était un moment où tout d'un coup on avait, pour notre plaisir de cinéphile, on a fait revivre un des personnages qui avait changé nos vies. J'approche de mes 90 ans et je reçois encore des lettres de fans. C'est complètement fou. Les gens m'envoient « Pouvez-vous signer ça, signer ça ?» Ça arrive 2 ou 3 fois par semaine. Ça n'arrête jamais. Pendant la crise du Covid, je suis tombée sur des articles de presse qui comparaient le virus aux Dents de la Mer.
Ça m'a stupéfié. Les Dents de la Mer a su parler à nos frayeurs intimes et raconter les conflits intérieurs de l'Amérique des années 1970. Devenu un succès monstre, le film a aussi offert indépendance et liberté à Spielberg, qui a affirmé son style. Dans tous les films de Spielberg, il y a toujours une scène de suspense. Dans n'importe quel de ces films, on va trouver un moment où on va revoir en fait le réalisateur des Dents de la Mer. Traumatisé, Steven Spielberg se fait une promesse, tourner à l'avenir exclusivement sur la terre ferme. Dominant le cinéma de divertissement des années 80, il s'installera à jamais comme le roi du blockbuster, ce produit que les Dents de la Mer a réinventé sans le vouloir. Les Dents de la Mer est un heureux accident. Depuis, on peut tous aller voir un film dès sa sortie, car il y a toujours une salle pas loin pour le projeter. Dans ce sens, nous avons laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma.